Le devoir d'information précontractuelle semble s'être récemment recroquevillé. Un arrêt rendu le 14 mai 2025 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation a redéfini de manière restrictive les contours du devoir précontractuel d'information défini pour l'instant et par le Code civil à l'article 1112-1. Si cette décision marque un temps important dans l'évolution du devoir précontractuel d'information, elle doit cependant être mise en perspective. Le devoir d'information a beau être affirmé par le Code civil, il a en effet ses limites. Même s'il a pu surprendre, cet arrêt du 14 mai 2025 n'est pas à contre-courant. Il s'inscrit dans une évolution longue, entamée depuis plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, et en réalité même depuis plusieurs siècles. C'est pourquoi, avant de revenir sur les contours précis de cette décision de la Chambre commerciale, pour voir les limites qu'elle a assignées désormais à ce devoir d'information précontractuel, il faut dire quelques mots de sa consécration et du contexte de cette consécration par l'article 1112-1 du Code civil. Alors comment est intervenue cette consécration du devoir d'information précontractuel ? Le devoir d'information précontractuel, il faut garder ça à l'esprit, est une création récente. Le Code Napoléon n'évoquait pas de devoir d'information précontractuel, il roulait plutôt sur l'idée que le contractant devait être curieux. On connaît ce vieil adage romain qu'on énonce volontiers en latin, Emptor debet curiosus esse, l'acheteur doit être curieux. Ce principe était volontiers étendu à tous les contractants. Les rédacteurs du Code civil n'avaient même pas admis que l'erreur provoquée par le silence d'une partie, c'est-à-dire la réticence de l'osive, soit sanctionnée. Pour une fois, il s'était écarté sur ce point de la doctrine de Pothier, dont on connaît pourtant l'influence qu'il a exercée sur la rédaction du Code civil. Il a fallu attendre les années 70, les années 1970, pour que la réticence de l'osive soit clairement, définitivement consacrée et admise par la jurisprudence. Alors cette admission, évidemment, c'était un pas vers la consécration d'un devoir d'information, mais ça n'était qu'un pas, et une bonne part de la route, une bonne part du chemin restait encore à faire. Évidemment, la réticence de l'osive repose sur un devoir d'information. Si on est puni parce qu'on n'a rien dit, c'est bien qu'on était obligé de parler, c'est bien qu'on avait une obligation d'information. Mais la réticence de l'osive, elle suppose l'existence de deux éléments. D'abord, l'existence d'une information qui aurait dû être transmise, très bien, et d'autre part, l'intention de tromper. Le devoir d'information précontractuel, lui, il est d'une autre nature. Il n'exige aucune intention, aucune malveillance, aucune mauvaise foi. Le seul fait de n'avoir pas transmis une information peut emporter la responsabilité de l'agent, qu'il ait donc ou non été de mauvaise foi. L'admission de la réticence de l'osive par la jurisprudence ne valait donc pas consécration d'un devoir général d'information précontractuel. Les choses ont fini par évoluer peu à peu, même si c'était relativement rapide, si on se place dans la perspective de 2000 ans d'histoire du droit des obligations. Les textes qui ont assigné des devoirs d'information particuliers aux futurs contractants se sont multipliés, notamment, par exemple, pas seulement, mais notamment en droit de la consommation. Alors évidemment, ces textes pouvaient passer d'une certaine manière comme autant d'exceptions au droit commun, c'est-à-dire finalement comme autant de réaffirmation d'un principe selon lequel il n'existe pas de devoir général et précontractuel d'information. Au milieu des années 90, la jurisprudence a cependant fini par s'appuyer sur le droit commun des obligations, sur l'ancien article 1147 du Code civil qui régissait la responsabilité contractuelle, pour consacrer, dans certains cas, un devoir d'information précontractuelle au-delà des textes spéciaux. Elle l'a fait notamment en commençant par saisir le secteur bancaire. Les esprits étaient, à partir de ce moment-là, préparés à la consécration d'une règle plus générale, et ça a été l'un des apports importants de l'ordonnance du 10 février 2016 qui a emporté, comme on sait, la réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Consacré donc par cette réforme du droit des contrats, l'article 1112-1 du Code civil fixe désormais le cadre, les contours du devoir précontractuel d'information.
Sans reprendre tout le texte, il faut quand même ici citer les alinéas principaux. Le premier, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son co-contractant. L'alinéa 3 du même texte fait écho à cette affirmation en revenant sur l'importance déterminante de l'information transmise. Il dit la chose suivante: ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Alors, certes, ce devoir d'information précontractuelle, il est encadré. La partie qui s'en prévaut doit démontrer que son co-contractant lui devait une information. Ce devoir d'information, par ailleurs, il ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Au-delà de ces conditions et de ces limites, quand même, le devoir précontractuel d'information est désormais affirmé, consacré dans le droit commun par une disposition générale qui figure dans le Code civil. Il n'est plus cantonné, comme c'était le cas auparavant, à tel ou tel contrat spécial. Il est d'ordre public, les parties ne peuvent ni le limiter ni l'exclure, et non seulement le manquement à ce devoir d'information peut emporter la responsabilité de celui qui en était tenu, mais il peut entraîner, ce manquement, l'annulation du contrat, pour peu qu'il se double d'un vice du consentement. Cette disposition nouvelle, l'article 1112-1, cette consécration d'un devoir précontractuel d'information, c'est donc évidemment une rupture avec le droit antérieur, une rupture avec décidément presque 2000 ans d'histoire, plus de 2000 ans d'histoire en réalité, du droit des obligations. Il ne faut quand même pas s'y tromper cependant. Que le droit d'information, que le devoir d'information relève désormais du droit commun, ne signifie pas pour autant que le défaut d'information, le moindre défaut d'information, puisse toujours engager la responsabilité du co-contractant. Et c'est au fond le sens, je crois, de cette décision rendue par la Cour de cassation. Alors revenons plus précisément maintenant sur cette décision rendue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 14 mai 2025. Si cette décision a suscité un peu d'étonnement, c'est qu'elle a assigné à l'article 1112-1 un domaine plus restreint que celui auquel peut-être on aurait pu s'attendre. On peut, pour bien comprendre cette décision, brièvement revenir sur les faits qui y ont donné lieu. Les faits étaient très simples. Il s'agissait en l'occurrence d'un associé qui avait cédé l'intégralité des parts qu'il détenait dans une société, et cette société exerçait une activité de restauration rapide. Quelque temps après cette vente de titres, l'acquéreur s'aperçoit de ce que le règlement de copropriété qui s'applique aux locaux où était exercée cette activité excluait l'installation d'un système de ventilation. Bref, aucune cuisson n'est possible, ce qui évidemment suscite une certaine difficulté dans l'exercice de cette activité. Le cessionnaire assigne le cédant en indemnisation et lui reproche d'avoir d'abord intentionnellement dissimulé l'impossibilité d'exercer l'activité envisagée. On est plutôt au départ sur le terrain de la réticence dolosive. Les juges du fond écartent ces demandes. Ils estiment en substance que le cessionnaire n'a pas démontré que la possibilité de faire de la friture était une condition déterminante de son consentement à l'acte d'acquisition des parts sociales et donc de cette activité. Le pourvoi est rejeté, il faut ici reprendre le motif. Il résulte, dit la Cour de cassation, de l'article 1112-1 que le devoir d'information précontractuelle ne porte que sur les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties et dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre partie. L'argumentation du demandeur au pourvoi, dit toujours la Cour de cassation, n'était donc pas fondée puisqu'elle postulait que le devoir d'information porte sur toute information ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Alors, déjà de prime abord, en pratique, la décision peut paraître un peu sévère. Si on considère que la société cédée avait pour activité la restauration rapide, si on considère aussi que le bail des locaux
faisait état de la présence d'une note aspirante dans les locaux, on comprend que le cessionnaire a pu être surpris de découvrir qu'il y avait en réalité dans le règlement de copropriété une interdiction de faire de la friture. Peut-être d'ailleurs, on ne sait pas, que cette décision aurait été différente, que la solution adoptée aurait été différente si le cédant avait directement acquis le fonds de commerce et que le contrat n'avait pas porté sur la cession des parts. Peut-être que l'importance de la formation, qui portait sur l'exploitation même de l'activité, l'exploitation même du fonds de commerce, aurait été plus évidente encore et aurait été plus difficile finalement à écarter. Quoi qu'il en soit, si l'on prend un peu de recul et au-delà même des circonstances de l'arrêt, cette décision réduit le champ d'application du devoir d'information précontractuelle, en affirmant que son existence n'est pas seulement subordonnée au caractère déterminant de l'information non transmise, mais qu'il exige aussi un lien direct et nécessaire entre cette information et le contenu du contrat ou la qualité des parties. Pour le dire autrement, l'arrêt sépare et distingue le premier et le troisième alinéa de l'article 1112-1 du Code civil qui paraissent pourtant, à première vue, intimement liés. L'alinéa 3 nous dit « ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties ». Il semble donc n'avoir que pour objet de préciser l'alinéa premier, selon lequel le devoir d'information porte sur l'information dont l'importance est déterminante. L'alinéa 3 définit finalement ces informations dont l'importance est déterminante. On pouvait donc penser raisonnablement à la lecture du texte que toute information ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu ou la qualité du contrat était nécessairement déterminante. On l'aura compris, c'est exactement le contraire que nous dit cette décision de la Cour de cassation. Le devoir précontractuel d'information n'existe que si l'information a d'une part une importance déterminante et d'autre part, deuxième chose à démontrer, qu'elle a un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Cette décorrélation, en quelque sorte, des deux alinéas que j'évoquais il y a quelques instants suscite des sentiments qui sont partagés. La lecture restrictive de l'article 1112-1 du Code civil à laquelle procède cet arrêt se comprend. Si on réfléchit, elle s'inscrit dans le prolongement de l'évolution du devoir d'information précontractuelle que j'ai rappelé tout à l'heure. Devoir qui n'était pas du tout reconnu il y a seulement quelques dizaines d'années. Aujourd'hui, certes, ce devoir est inscrit dans le droit commun, mais il reste tout de même exceptionnel. L'article 1112-1 ne l'a pas érigé en règle applicable à toutes les conventions, quelles que soient les informations considérées. Il n'en admet le jeu que dans la mesure où les conditions, relativement précises quand même, qu'il édicte, sont réunies. Reste que, même si cette interprétation restrictive se comprend, l'arrêt jure avec la lettre même de 1112-1 alinéa 1er qui affirme sans restriction que celui qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer. L'article ne mentionne pas les liens existants avec ici le contenu, là la qualité des parties. L'interprétation est donc peu compatible, me semble-t-il, avec la lettre de l'article 1112-1, ce qui présente l'inconvénient de jeter un doute sur la portée de la décision. Est-ce que la solution pourra se maintenir alors qu'elle jure comme ça avec le texte ? En attendant de le savoir, mieux vaut que les parties précisent dans l'instrumentum les informations qu'elles estiment déterminantes. En cas de contentieux, le contractant qui s'estime victime d'un défaut d'information aura tout intérêt à se prévaloir, non seulement peut-être d'un manquement au devoir d'information précontractuel, mais s'il le peut aussi d'une réticence de l'ogisif, ce qui le dispensera de s'intéresser trop en avant au caractère déterminant de l'information non transmise. Au fond, c'est une des leçons pratiques qu'enseigne cette décision peut-être. Les réticences de la Cour de cassation, ou au moins de la Chambre commerciale à l'égard du devoir d'information précontractuelle, doit conduire les contractants à invoquer le dol sans réticence.